Sur la politique, avant le rappel des titres de l'actualité, on revient sur les cantonales, les résultats avec toi, Clément. Tu vas nous en parler. Voilà, simplement. Les élections cantonales n'ont suscité qu'un très faible engouement populaire et médiatique. La participation a été très faible. Il y avait dimanche dernier 53% d'abstentionnistes, auxquels s'ajoutent 6% de votes nuls et blancs. C'est-à-dire que 60% des Français n'ont pas voté pour un parti politique, quel qu'il soit. Ces élections sont les dernières du genre. Elles vont être remplacées par des élections territoriales en 2014 qui rassembleront à la fois les départements et les régions. Plusieurs partis sortent gagnants de ces élections. D'abord, le Parti socialiste, qui arrive largement en tête avec 35% des suffrages, mais au vu de l'abstention, il s'agit d'une victoire à relativiser. Le parti de Martine Aubry gagne 4 départements, franchit la barre symbolique des 60, l'objectif présenté durant la campagne. Le Parti socialiste se renforce dans de nombreux conseils généraux et a remporté toutes les élections locales du mandat Sarkozy, municipales, régionales l'an dernier et cantonales cette année. Peut-être qu'il faut rappeler que les cantonales, ça concerne des cantons comme le nom l'indique, mais ça concerne aussi le département, parce que c'est le département qui est morcelé en cantons, et c'est pour ça qu'il rentre ensuite au conseil général. Il y a 20 à 30 cantons par département et pour chaque canton, on élit un conseiller général qui ensuite, ces conseillers généraux, élisent un président de conseil général qui définit la couleur politique du canton. André Vézinet, par exemple, pour le département de l'Hérault. Quand tu dis 20-30 cantons, pardon, c'est 20-30 cantons renouvelables. Parce qu'il me semble que dans l'Hérault, il y a 59 cantons, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je pense que oui, Ouais. c'est ça, Ouais. c'est les cantons renouvelables. Donc, Et 20 à 30 l'élection, dans ces élections, en tout cas, ouais. voilà. Après, tout dépend des départements. Plus les départements sont grands, plus il y a de Ouais. cantons. Et l'élection des présidents de conseillers généraux, c'est demain. Donc, il n'y a pas de surprise. Souvent, c'est plus de l'investiture que une élection. Mais la chute de l'UMP ne profite pas tellement au Parti socialiste et il reste stable en termes de scores électoraux. À noter la victoire de François Hollande en Corrèze, qui va ainsi lancer dans les prochains jours sa campagne pour les primaires socialistes. Ouais, Les c'est a- un peu sa rampe de lancement à François Hollande, désolé je te coupe, pour la présidentielle 2012, en tout cas déjà dans un premier temps la primaire au Parti Socialiste, pour être le candidat, puisqu'il y aura un seul candidat, ça a été décidé déjà il y a longtemps, au Parti Socialiste, mais c'est pas sûr non plus, hein, il pourrait y avoir encore Mais des... lequel surtout? Oui, puis lequel, et en tout cas c'était son premier défi, on va il, dire. il avait dit que si les Corrézins ne l'élisaient pas, il n'avait pas de raison de se présenter devant les Français. Donc, premier défi relevé, le second s'annonce beaucoup plus difficile. Un peu plus compliqué, oui. Les autres vainqueurs sont les alliés concurrents à gauche du Parti socialiste. Europe Écologie Les Verts est le seul parti qui a gagné des voix numériquement en termes de suffrage par rapport aux dernières élections cantonales. Ils ont doublé le nombre de leurs élus, passant de 28 conseillers généraux à 49. Les événements japonais de ces derniers jours ont sans doute influencé ces scores assez importants. Le dernier vainqueur est le Front de gauche de Mélenchon, dont le nombre de conseillers généraux est passé de 104 à 118 et qui se place comme la seconde force à gauche devant les écologistes dans ce scrutin, ce qui va être important dans les rapports de force à venir pour les législatives, savoir à qui on donne les circonscriptions. Ouais. Où on est le PC, le NPA, là-dedans, ils sont loin. Le PC appartient au Front de Au gauche Front de gauche, et ouais. le NPA a été absent de ces élections. Ouais. Ensuite vient le cas très particulier du Front National de Madame Le Pen. Le parti frontiste enregistre une forte progression en nombre de voix dans les cantons où il s'est maintenu. Il a gagné 10% là où il était présent entre le premier et le second tour, que ce soit face aux candidats de gauche ou de droite. Il y a donc eu des reports de voix significatifs venant de gauche. Un suspense concernait ce qu'allaient faire les électeurs UMP après le fameux Nini qui a fait tant parler la semaine dernière. Selon un sondage TNS Sofres, 20% des électeurs de la droite, qui étaient appelés à choisir entre la gauche et le FN, ont choisi la gauche, 18% l'extrême droite, et 62% ont respecté le Nini et comptaient voter blanc, nul ou s'abstenir. Le Front National a dominé médiatiquement cette élection, centrant les discussions politiques autour de lui, mais au final, il remporte seulement 2 cantons dans le sud-est et 2 figures du mouvement frontiste. Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, perd à Perpignan et Steve Bruyat a été battu dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont.
C'est des lieux où on s'attendait plus à une victoire qu'à une défaite. Et pour revenir sur l'UMP, le Nini, ça avait été demandé par Nicolas Sarkozy. C'est voter blanc, s'abstenir. Ça a été demandé par le président en cas de duel FN-PS, qui n'est pas le cas de François Fillon, qui lui avait demandé plutôt de voter PS pour être sûr. Et c'est un élément de la tension actuelle au sein de l'UMP. Le FN est bloqué à un plafond de verre des 50%, de l'aveu même de son président. S'il y a autant de partis qui sortent renforcés, c'est qu'il y a un grand perdant, et c'est l'UMP, qui est loin derrière le Parti socialiste avec seulement 19% des suffrages. Le parti présidentiel ne récupère qu'un département alors qu'il en perd 4. Et surtout, il voit le Front National contester sa suprématie sur sa droite. Il se divise sur la position à tenir vis-à-vis du parti extrémiste. Après la cacophonie de l'entre-deux tours, les deux tendances de l'UMP se sont déchirées sur la place publique lundi et hier. Copé a attaqué frontalement le Premier ministre sur le plateau du Grand Journal de Michel Denisot, où il a reproché ouvertement au Premier ministre de ne pas jouer collectif et de penser à la posture. Hier matin, le député Étienne Pente, très proche de François Fillon, a estimé que Jean-François Copé doit démissionner de son poste de secrétaire général de l'UMP, je cite, « s'il n'est pas d'accord avec le Premier ministre sur le débat sur la laïcité ». Il a ajouté « le plus tôt sera le mieux, ambiance, ambiance ». Ouais, c'est sur le débat de la laïcité qui s'entre-déchire, mais c'est suite à ces cantonales aussi qui les ont un peu affaiblis, malgré ce que peuvent dire tous les porte-paroles de l'UMP, qui ont en fait restreint les dégâts. Il y a eu quand même des dégâts au niveau... voilà, ça a entraîné vraiment beaucoup de tensions. Et là, ça s'est déplacé sur le débat sur la laïcité, qui risque d'être un programme assez épineux pour le gouvernement. Ces cantonales, c'était la dernière élection avant les présidentielles, tout simplement. C'était les dernières, et c'est pour ça qu'il y a une vraie inquiétude du côté de l'UMP, parce qu'on sait que les députés dépendent directement de l'élection, un mois avant, du président de la République. Donc si le président de la République ne s'impose pas à la présidentielle, la majorité d'entre eux perdent leur siège. Donc il risque d'y avoir dans les prochains mois, si Nicolas Sarkozy ne remonte pas dans les sondages, une pression de la part des députés UMP, et pourquoi pas un autre candidat. On n'en est pas encore là, on verra ça dans les mois qui suivent. L'UMP est profondément divisée entre deux lignes, celle de la droite dure, incarnée par la droite populaire, des députés de l'aile droite de l'UMP, qui veulent répondre avant tout aux problèmes d'immigration et de sécurité, et la ligne de la droite plus social-démocrate, incarnée par Jean-Louis Borloo, François Fillon, François Baroin, qui veulent abandonner le débat sur la laïcité et l'islam et se concentrer sur l'économie et le social à l'approche de la présidentielle. Entre les positionnements individuels en vue de la présidentielle et les questions d'orientation politique, la majorité apparaît profondément divisée et menace d'implosion, notamment à cause de Jean-Louis Borloo, qui veut créer un nouveau groupe parlementaire. De plus, des sondages parus hier ont encore placé le président sortant Nicolas Sarkozy derrière le candidat PS dans tous les cas de figure, que ce soit DSK, Aubry ou Hollande, mis à part avec Ségolène Royal, qu'on ne voit très peu dans les médias en ce moment. Et Marine Le Pen, devant Sarkozy, alimente encore plus la peur d'un 21 avril 2002 à l'envers. Dernier point malheureux de ces élections, c'est le machisme. Sur les 2026 mandats de conseillers généraux renouvelés, seulement 280 femmes ont été élues. Elles représentent désormais 13,8% des conseillers. 13,8 à l'heure de la parité. Oui, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, sachant qu'on ne s'attend pas à beaucoup de... Enfin, Marine Le Pen pour le FN, mais il n'y aura pas beaucoup de femmes peut-être pour les présidentielles non plus. On ne sait pas, peut-être Martine Aubry au PS. Peut-être Martine Aubry, si elle s'efface devant Dominique Strauss-Kahn, s'il se présente. Ça fait beaucoup de si, hein. Bon, ça on le saura aux alentours du mois d'octobre-novembre pour le PS en tout cas. En tout cas, point positif, la palme du parti le plus féministe revient aux écologistes avec 35,8% de candidates. Ils sont modernes. Et ils ont notamment une secrétaire générale qui est une femme. C'est maintenant la présidentielle qui se prépare à l'horizon et aucun candidat ne se cite une adhésion particulière pour le moment, à part DSK, mais il est loin et sa candidature est hypothétique. Oui, il est au FMI, au Fonds monétaire international. Merci Clément pour cet éclairage sur les résultats donc, des cantonales.